Andrea Bescon, Les Chatouilles, bien sûr, au théâtre et puis au cinéma avec Éric Métayer, la danse de la colère, évidemment la danse pour expurger ce que vous avez subi dans votre enfance, Andrea, évidemment le viol par un ami de la famille que vous avez raconté dans ces Chatouilles qui ont marqué tous les esprits aujourd'hui. C'est une simple histoire de famille, c'est un roman chez Albin Michel, on va en parler. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous demander, parce qu'évidemment ça vous touche au cœur, cette série, vous voyez la une de Libé aujourd'hui, qui parle donc de l'affaire Outreau, une série au cœur du fiasco, écrit Libé. C'est une série sur France Télévisions. Qu'est-ce que vous ressentez, que vous dites, heureusement, enfin, on en fait un film de cette affaire, c'est bien? Non, moi, je trouve qu'il y a toujours une façon de décrédibiliser la parole de l'enfant en France. Dès qu'il y a une occasion, on la saisit. Cette série de l'affaire d'Outreau, qui est présentée comme le grand fiasco, oui, bon, bien sûr, ça a été un fiasco. On connaît tous cette histoire. Mais il y a quand même des enfants qui ont été violés. Alors, par qui? Voilà, mais il y a quand même une douzaine de victimes, une cinquantaine d'enfants dont les plaintes ont été classées sans suite. Donc voilà, qui a violé ces enfants? Oui. Puisque ces enfants ont été violés. Oui, donc vous dites, l'affaire n'a pas été jusqu'au bout. Qui a violé ces enfants? Ces enfants étaient violés. Donc il y a des acquittés. Donc vous dites, au fond, on a trop regardé ce qui pouvait être les erreurs judiciaires qu'avaient été portées des accusations sur certains qui se sont avérés innocents. Et pas assez sur ce qui s'est vraiment passé? Oui, je pense que le vrai fiasco, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de justice. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de justice pour ces enfants-là. Oui. Et vous dites c'est bien d'en faire une série, d'en faire un film? Si c'est sur l'angle d'un fiasco judiciaire et sur des mensonges prodigués par des enfants, non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de salutaire. Je pense qu'au contraire, tout est encore là pour décrédibiliser la parole de l'enfant à qui on dit de s'exprimer sur les faits d'inceste ou de viol qu'il ou elle peut subir. Et quand c'est le cas, on va dire que l'enfant ment, que l'enfant est manipulé, mais quand l'enfant ne dit pas la vérité, que les viols sont affabulés, que la société des adultes est encore une fois protégée. Oui. Donc au fond, une série comme ça fait du mal? Je pense qu'en tout cas, en France, aujourd'hui, en 2023, on n'a pas besoin de faire cette immense rétrospective autour de l'affaire d'Outreau, puisque depuis 2005, on a 40% de moins de condamnations pour violences sexuelles en France. Depuis 2005, depuis l'affaire d'Outreau. Donc non, je crois que l'angle est mauvais, mais écoutez, c'est mon avis. Ouais. Ouais, il n'est de pire souffrance que l'injustice, écrit France Télévisions pour présenter ce film. Oui, l'injustice qu'ont subi tous ces enfants, ouais. Ouais. Vous pensez évidemment d'abord aux enfants, Andrea? Ah oui, absolument, je pense que aux enfants. Honnêtement, je vous dis, ces enfants ont été violés. Les faits sont là, les témoignages sont là, c'était papa et maman, donc ces enfants ont été violés. Donc il y a bien des coupables quelque part, ce ne sont pas les acquittés d'Outreau. Oui. Donc il y a encore une injustice énorme aujourd'hui. La parole de ces enfants n'est pas entendue. Vous dites au fond, on n'a pas avancé sur ces questions-là. La parole de ces enfants n'a jamais été entendue. Ils ont été maltraités en plein procès. Ce sont des enfants qui ont été, dont la parole a été totalement bafouée. Donc non, je pense très très fort à eux, moi aujourd'hui, très 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 fort. Ouais. Vous avez l'impression que le combat, et vous le menez aussi, Andrea Bescon, ce combat-là, vous dites qu'il faudrait un ministère des violences contre les enfants, des violences tout court, oui, violences du familiales. Des violences en règle générale, violences familiales, conjugales, pédocriminalité, inceste, racisme, homophobie, violence animale, enfin tout, climaticide, tout ce spectre des violences devrait être traité dès la crèche, dès la maternelle. On devrait avoir un vrai accompagnement autour de ces violences en France, et c'est pas du tout le cas. Oui, l'exemple ne vient pas d'en haut. Ah non. Parce qu'on a des affaires en ce moment, on parlait de l'affaire Quatennens qui doit revenir, alors qu'il est évidemment accusé par sa compagne de violence physique, qui doit revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune exemplarité, quoi. On sait très bien que notre caste politique n'est pas du tout exemplaire. La culture du viol est partout. Avoir des personnes qui ont été accusées de viol ou des personnes accusées et condamnées pour violence conjugale dans nos rangs politiques, ça décrédibilise tous les discours. Oui, vous dites même plus loin, vous dites culture du viol. Oui, bien sûr, c'est de la culture du viol. C'est-à-dire une forme de complicité, au fond. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui a été accusé de viol à 2 reprises, un classement sans suite, un non-lieu, et qui admet quand même avoir fait ces actes-là, oui, on est dans de la culture du viol, oui, absolument.
Il y a au César du cinéma, et là on parle évidemment d'un domaine que vous connaissez bien, le cinéma, qui ont décidé cette année que ceux qui pouvaient être accusés, hein, on pense à un des comédiens, c'était le cas, qui a joué donc, dans le film Les Amandiers, ne devrait pas se présenter, même s'ils sont récompensés d'un César, ne devrait pas se présenter sur scène. Oui, bon, alors c'est considéré comme une avancée. Moi, je pense qu'on va passer loin, mais après, c'est considéré comme une avancée le fait que la personne ne puisse pas retirer son César ou être présente à la cérémonie. Moi, je pense que quand il y a une mise en examen, elle devrait être retirée tout simplement, ne même pas être forcément être en mesure de recevoir une nomination ou un César. Je pense qu'on peut réattaquer sa vie artistique l'année d'après ou l'année encore d'après, quand ça sera classé sans suite, comme 75% des affaires. Puisqu'en France, c'est relativement classé sans suite, enfin très régulièrement et très majoritairement. Donc on sait très bien que ces personnes-là, au final, de toute façon, qu'est-ce que ça leur donne comme occasion? C'est d'attendre que leur affaire soit classée sans suite et brandir leur César dans une vidéo Instagram pour brandir leur innocence, leur très grande innocence. Voilà, c'est la spécialité française. Oui, ah oui, spécialité française, vous dites. Parce qu'on avait l'impression que les choses avaient bougé, le mouvement MeToo, on avait l'impression que les choses changeaient. Vous comprenez, la parole des enfants, maintenant, c'est la parole dans le cinéma, dans un certain nombre de milieux qui se libèrent. Mais vous dites non, au fond, pas du tout. Non, si, on bouge, bien sûr que si, dans la société civile, même dans les entreprises, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de choses mises en place pour empêcher le harcèlement et les agressions. Mais en termes de politique publique, de très grandes avancées, non. Tout le monde est frileux, mais tous les pays sont frileux quand même. On devrait avancer beaucoup plus vite contre les violences. Peut-être adopter un peu le même système qu'en Espagne, ça pourrait être intéressant pour contribuer à la lutte contre ces violences-là, oui. Très, très largement, quoi. Oui, je disais, c'est un roman. Mais en même temps, Une simple histoire de famille, formidable roman, Andrea. C'est votre premier roman, d'ailleurs. Oui. Mais basé sur, d'abord, un témoignage. On pense à votre arrière-grand-mère. Vous apprenez un jour qu'elle était victime de violence et qu'elle tue son mari. Oui, j'ai appris ça. J'écrivais sur le transgénérationnel, parce que ça me passionne, la famille me passionne de toute façon. Le transgénérationnel, comment on se transmet nos traumas ou nos joies. Et j'ai appris qu'effectivement, mon arrière-grand-mère s'était défendue de son mari violent, il l'avait tué. Et je me suis dit que j'allais lui rendre hommage aussi à travers ce récit. Donc tout ça, c'est de la fiction, j'ai tout inventé, mais il y a quand même ce clin d'œil où je m'interroge sur ce qui passe en nous, en fait, de génération en génération. Oui. Donc ce livre met en avant 3 personnages qui sont vraiment en action. Je crois que je défends ça aussi, le fait d'agir pour compenser, pour réparer, pour comprendre. Donc ce sont 3 personnages qui se démènent pour accéder à leur propre vérité sur 3 générations différentes, quoi. Oui, parce que cette vérité-là, et au fond, on pourrait dire que c'est un roman terrible, parce que les faits parfois sont terribles, mais vous dites, au fond, c'est pas un roman triste. C'est un roman où finalement la parole libère. Donc il y a une voie d'espoir. Ah oui, complètement. J'en suis fondamentalement convaincue. Et heureusement, on a de la lumière, parce que sinon, ça serait ultra déprimant. Mais au contraire, d'aller rechercher dans ces secrets de famille, ou en tout cas de faire exploser les choses et de comprendre pourquoi telle ou telle personne agissait de cette manière, c'est quelque chose qui répare et qui pense les blessures. Donc mes personnages ont envie de ça. Alors Hervé, par exemple, qui a 50 ans, apprend que sa mère n'est pas sa mère, son père n'est pas son père. Il le subit, hein. Il le subit dans un premier temps, mais il va décider a posteriori quand même d'aller rechercher tout ça. Et sa fille, qui elle a 20 ans, est beaucoup plus dans une énergie de tout bousculer, et elle va au contraire ouvrir toutes les portes d'emblée de manière très très déterminée. Et donc ces personnages s'apportent dans leur propre vérité, en fait. Et l'un a 50 et l'autre a 20. Ouais. Et la première, qui, elle, est née dans les années 30, qui va être le fruit de tous ces secrets. Ouais. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on remonte dans le temps de ces générations. Il y a Louisette, et puis ça remonte, et au fond, on se dit, mais bon sang, c'est... Alors, évidemment, on transmet aussi le mal qu'on a pu subir, et ce qui a pu être le cas. Mais au fond, on peut aussi le transformer, on peut aussi en faire quelque chose. Absolument, une lumière. Casser le fil, oui, c'est ça. J'appelle un peu tout le monde à casser le fil de ces traumas. Je crois que quand
quand vraiment on en parle, alors ça ne veut pas dire qu'on sera, encore une fois, complètement soigné de des douleurs qu'on a subies ou des maltraitances qu'on nous a infligées, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir quand même une porte plus lumineuse que le secret, le silence et la culpabilité. Et on s'aperçoit que finalement, quand les choses sont dénouées, elles sont simples. On se fait tout un monde, en fait, de dialoguer, alors qu'en fait, c'est très, très simple. Vraiment, au final, c'est simple et ça déverrouille tout, quoi. Ouais. Et les personnages féminins absolument incroyables, magnifiques dans ce livre. On voit aussi le courage de ces femmes. On pense à nos grands-mères. Je pense à ma grand-mère, à mes grands-mères. On pense tous à notre descendance, enfin, ceux qui nous ont précédés. Mais ouais, on se dit, bon sang, qu'est-ce qu'elles ont pu cacher peut-être? Qu'est-ce qu'elles ont pu ne pas pouvoir nous dire? Non, mais déjà, avant Simone Veil, avant la loi contre l'avortement, la contraception et tout, bon, on avait quand même des femmes qui étaient dans des vies. Il fallait gérer quand même tout ça, hein, les amours de l'adolescence, le fait de ne pas forcément fonder une famille tout de suite, pouvoir s'autoriser à être amoureuse, mais que amoureuse. Non, elles avaient des vies très compliquées, les garçons aussi d'ailleurs. Et j'avais vraiment envie de remonter à cette genèse-là aussi, traiter ce livre presque comme une saga sur un siècle, où on parle vraiment, où je parle de ça, de qu'est-ce que c'est être amoureux à l'adolescence et devoir gérer sa contraception, parce que, voilà, à 17 ans, dans les années 30... Oui. Oui, forcément, une amourette. Ça passait par la case avortement, parfois, oui, pas avortement, toujours réussi. Mariage, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et c'était intéressant pour moi de montrer ça, montrer aussi comment la violence s'est transmise aussi chez les hommes de par le fléau de la guerre, comment on envoyait nos hommes à la guerre et comment ils revenaient. On les aidait jamais à résoudre et à comprendre les douleurs qu'ils avaient traversées, les traumatismes qu'ils avaient traversés, et on les replongeait dans leur vie. Allez hop, fonde ta famille, sois un père bienveillant, ramène de l'argent et tais-toi. Et ça aussi, forcément, c'est un impact dans ce qu'on appelle aussi le patriarcat, cette puissance masculine, la domination masculine, mais le fait aussi qu'on a toujours plongé les hommes dans cette violence-là et on leur a toujours fait porter. Et il est temps aujourd'hui de se questionner sur ça et de justement déconstruire cette violence intrinsèque qui a été infligée aux hommes et que les hommes ont beaucoup porté au fil des générations. Oui, il y a aussi, parfois, passe par une sorte de désir de vengeance, mais il y a aussi des femmes, déjà, à cette époque, qui, à un moment donné, se révoltent, peut-être par esprit, comme ça, qui vont aller à l'encontre, comme ça, de cet ordre établi. Heureusement, ils sont admirables, le courage. Oui, heureusement, ça se vérifie. On a eu les suffragettes, heureusement qu'elles étaient là, et heureusement, au fil des générations, on a toujours eu des femmes féministes et courageuses qui ont élevé le débat et qui ont œuvré pour le droit des femmes. Là, effectivement, le personnage de Léo, vous parliez de cet endroit de vengeance où j'essaye par le personnage de Léo, qui est la plus jeune, légitimer ce droit aussi à fantasmer la vengeance. Je veux dire, quand on a subi des violences, il est tout à fait légitime de penser à se venger, de penser ou être en colère et avoir de la rancœur. Il faut la vivre, la colère. La colère, elle est importante à vivre si justement on ne veut pas qu'elle se transforme en quelque chose de toxique pour soi et pour les autres. Donc il est là le fil, hein, c'est avoir subi des violences et ne pas les infliger, et avoir subi des violences et les infliger. Alors cette question-là, elle est sensible. On a vraiment le droit d'être en colère. On n'a pas le droit d'aller faire du mal aux autres, ni à soi-même. Et donc, ce choix de la non-violence-là, j'avais très envie de la mettre au cœur du débat de ce livre aussi. C'est, tu peux être détruit, tu peux aussi être non-violent. Et c'est cette question-là, souvent, on donne beaucoup d'excuses aux personnes violentes en disant « oui, mais son enfance, oui, mais elle, où il a subi ». Oui, mais on est aussi énormément de personnes à avoir subi et à parler avec intelligence et à essayer justement d'apporter des solutions sur le ton du dialogue. Et on nous écoute assez peu. Et en même temps, c'est intéressant de dire, vous savez, la patience a des limites aussi. On parle. Ce serait bien qu'on écoute, parce que cette violence-là, nous aussi, les victimes, on l'a en nous.
Et on fait tout pour la contrôler, pour la transformer en mots, en œuvres. Et ça serait quand même super de se pencher sur ça et d'éviter que d'autres personnes soient justement victimes de violences. Et c'est pour ça que je vais écrire une simple histoire de famille ou écrire Les Chatouilles ou faire des films ou des fictions sur ces sujets-là, parce que j'ai l'impression que notre société ne va pas assez vite. On a pris conscience, on sait que ça existe, mais on n'agit absolument pas. Donc il est peut-être temps de s'y pencher clairement, quoi. Oui, oui. Mais on pense à ces siècles de silence noir. Mais ce c'est vrai qu'on silence où on ne dit pas ces choses-là dans les familles. Ces secrets-là ne se transmettent pas. Exactement. Se cachent. Et c'est des millénaires, vous avez raison. C'est vraiment des siècles et des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, je crois on rentre dans un temps de l'urgence. On n'a plus le temps d'attendre pour aller mieux, pour que cette société aille mieux. Alors, si on fait référence justement aux violences que subissent les enfants, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 18 enfants qui sont violés chaque heure en France. Et on se dit, tiens, on le sait, et qu'est-ce qu'on fait contre ça? On ne fait pas grand-chose. Je veux dire, en termes et de politique publique et de nos demandes, nous, en tant que citoyens et citoyennes aussi. Ce qui est dingue, parce qu'au fond, on se dit, mais au fond, pourquoi Pourquoi cette passivité, alors que chacun peut comprendre qu'il y a urgence? Oui, mais ça touche toutes les familles. Il faut rentrer dans les familles, lutter contre la pédocriminalité, l'inceste, l'éducation non violente, c'est rentrer dans les familles. Et ça, comme les enfants ne votent pas, finalement, les politiques n'ont pas très grand intérêt au court terme à s'en occuper. Et les parents, eux, votent. Les parents maltraitants, en règle générale, votent. Et donc, voilà, peut-être que l'intérêt, il est là aussi. Ce sont des politiques à très court terme. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse envisager la société au long terme. Mais voilà, pardon, je viens parler du livre et je vous parle politique, mais... mais en même temps, on se dit... Mais bon, oui, et en même temps, le livre nous dit qu'on n'est pas obligé de reproduire, hélas, parfois les violences qu'on a subies. Oui, qu'on a fait subir. Il est porteur d'espoir en ce sens-là. J'y crois très fort, ça aussi. Et de ne pas reproduire. Hervé, par exemple, a subi une enfance compliquée et c'est un homme qui va complètement déverrouiller toute la violence autour du patriarcat, quoi. C'est vraiment un homme qui est d'une douceur no limite par excellence. Et évidemment, on peut ne pas reproduire. Et heureusement, on est la majorité à ne jamais reproduire. Et c'est aussi ça qu'il faut souligner, quoi. Et dans ce roman, c'est vraiment l'idéal, la direction, elle va vers la réconciliation. Et je pense que ce rapport homme-femme aujourd'hui doit être réconcilié, même si nous, les femmes, nous luttons contre les violences et que forcément, nous pointons la violence masculine, puisque c'est elle qui génère le plus de dégâts dans la société. Je crois que cette réconciliation-là, elle est absolument nécessaire pour qu'on puisse avancer dans notre société aujourd'hui. On a besoin que les hommes s'impliquent contre les violences masculines et on a besoin que les hommes normaux, non violents, arrêtent de se vexer dès qu'on parle du patriarcat, de déconstruction et des violences faites aux femmes et aux enfants qui sont rien de plus que des violences masculines au final, quoi. Merci beaucoup, Andrea Bescon. Une simple histoire de famille par l'autrice des Chatouilles, évidemment. C'est publié chez Albin Michel. C'est un premier roman qui est tellement beau, tellement touchant, écrit avec une force littéraire absolument remarquable et incroyable. Hein, d'ailleurs, à l'école, on vous disait écris. Hein. Oui. Non, vraiment, Monsieur Touzard, spécial dédicace, qui me disait vous écrirez des livres. Le prof. Oui. Il y a des bons profs quand même. Ouais. Lisez, pourrez lire Une simple histoire de famille d'Andrea Bescon. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Patrick.